Merci beaucoup pour votre accueil et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Catherine Cusset. Je me réjouis de vous rencontrer ce soir et de discuter de votre dernier livre, La définition du bonheur. Vous êtes une romancière que j'ai beaucoup lue, j'ai beaucoup apprécié vos livres et dans la définition du bonheur, j'ai trouvé qu'on retrouvait vraiment tous les ingrédients qui font la saveur de vos romans, qu'on était dans quelque chose de très intime et très universel. Donc vraiment, je suis ravie de discuter avec vous de ce livre. Alors avant d'entamer la discussion autour du roman, je vous présente Catherine Cusset brièvement. Avant de vous consacrer à l'écriture, vous avez eu une carrière universitaire. On en voit bien sûr ressurgir des traces dans votre œuvre littéraire. Vous vous êtes intéressé à Sade pour votre thèse avant d'enseigner la littérature française aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que les rapports de domination et de soumission sont aussi souvent au cœur de vos livres, ou en tout cas de perversion. On a le mot pervers revient dans votre livre assez souvent. Vous avez publié un essai sur les romanciers libertins. Alors avant d'entamer les questions sur la définition du bonheur, je vous poserai une question sur cet univers du libertinage. Je présente néanmoins votre œuvre. Vous avez publié depuis votre premier roman La blouse romaine en 1990 plus d'une quinzaine de livres. Je cite quelques titres: En toute innocence, Le problème avec Jane, La haine de la famille, Un brillant avenir. L'autre qu'on adorait, 3 fois au bout du monde. J'en ai cité seulement quelques-uns. Et votre définition, votre dernier roman, La définition du bonheur, nous allons en parler avant d'écouter la lecture qui va être faite du prologue. Je voulais donc vous demander si cet intérêt que vous avez eu pour la littérature du XVIIIe siècle, pour ses rapports libertinage et pour l'œuvre de Sade, avait joué un rôle dans l'écriture et dans votre œuvre littéraire par la suite. C'est drôle parce que c'est une question qu'on m'a posée en juin 1990, alors que j'étais en train de soutenir ma thèse sur Sade. Donc c'est un des professeurs dans le jury qui m'a posé la question. Je venais de publier mon premier roman, La blouse romaine. Il sortait pratiquement le même mois et je me mariais également ce mois-là. Et ma réponse à l'époque a été: mais il n'y a vraiment aucun rapport. Je ne suis pas du tout du côté du roman libertin, et moi j'ai écrit un roman, c'est un roman d'amour que j'ai écrit en pleurant, je suis très sentimentale, et c'est vraiment, je n'ai aucun rapport avec les romanciers du XVIIIe siècle. Mais depuis, j'ai un peu changé d'avis. Et c'est pas tellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas parce que le corps est assez présent dans mes romans, et que, plutôt quand j'étais plus jeune, il y avait peut-être la sexualité était assez présente aussi. Maintenant, c'est un peu différent. On change de sujet avec le temps. C'est pas tellement pour cette raison-là. C'est plutôt parce que la philosophie des libertins, des philosophes matérialistes du XVIIIe siècle, l'idée dominante, c'est cette idée que dans ce combat, dans cette lutte entre le corps et l'esprit, c'est en général le corps qui gagne. C'est-à-dire qu'on a beau professer de grands principes ou de grands sentiments, souvent le corps nous fait agir autrement. Et donc les philosophes du XVIIIe siècle se méfient beaucoup de la religion, des principes moraux, se méfient beaucoup de la notion de vertu. Et le personnage de prédilection du roman libertin, c'est le prêtre, vous voyez, bien avant l'heure. Et donc en fait, je pense que moi, dans mes romans, je travaille beaucoup là-dessus, sur le contraste entre ce que nous croyons croire et ce que nous faisons, comment nous agissons. Je m'intéresse beaucoup à l'aveuglement qu'on a à propos de soi, et donc à cette idée que nous pouvons prendre de grandes décisions, mais en réalité, les choses ne se passent pas comme nous croyons, comme nous avons cru pouvoir les contrôler ou les faire arriver. Et donc ça, voilà, je crois que c'est peut-être en lien avec le roman du XVIIIe siècle. Alors la définition du bonheur, c'est un roman qui met en parallèle la vie de 2 femmes qui se racontent par chapitres alternés. Il s'agit d'une part de Ève, qui est fille d'une mère bretonne et d'un père
dont elle a appris un peu tard qu'il n'est pas son père biologique. Ève qui s'installe à New York avec un mari américain qui est journaliste d'investigation, qui voudrait en tout cas percer dans ce milieu. Elle aime beaucoup cuisiner, elle va lancer un business de traiteur et elle va avoir 2 enfants, 2 filles. Et puis de l'autre côté, vous présentez Clarisse, qui elle est la fille d'une mère juive qui a été très marquée par la Shoah dans son enfance, qui a été abandonnée par son mari alors que sa fille était très petite, qui lutte avec l'alcoolisme. Et Clarisse, de son côté, va vivre à Paris et rester en France. On a 2 femmes qui vivent de chaque côté de l'Atlantique. Alors on va découvrir les différents événements de leur vie au fur et à mesure des chapitres. Nous allons en parler un petit peu, mais bien sûr sans révéler des choses très surprenantes qui vont arriver au fil du roman. Et vous ouvrez le roman sur 2 événements fondateurs qui arrivent à l'une et à l'autre. D'un côté, Clarisse qui part en vacances va faire preuve d'un peu de naïveté, en tout cas selon son propre jugement, en tombant amoureuse d'un garçon et se retrouver malheureusement en proie victime d'un viol collectif à 16 ans. Et de l'autre côté, Ève, un jour, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit, elle a très peur, elle est consciente qu'il peut lui arriver des choses dans la vie, notamment avec les hommes. Et un soir, en rentrant dans le hall de son immeuble, il y a un SDF qui est allongé là. Et sa première réaction, c'est de partir, et puis elle rentre, elle l'affronte. Il lui demande s'il peut la prendre en photo, ce qui peut être un peu suspect quand même. Et puis, bon, de fil en aiguille, elle accepte. Et cet événement, elle lui donne un édredon, et cet événement va avoir des répercussions non pas négatives, mais plutôt positives assez vite. Et on va suivre, c'est un fil rouge qui va se développer dans le roman. Voilà, et cette construction en miroir est très intéressante puisque on a l'impression de voir les 2 faces d'une même médaille à travers ces femmes. C'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est un roman assez kaléidoscopique dans lequel finalement on se rend compte qu'une variation subtile dans l'éducation qu'on reçoit ou dans les choix qu'on pose peut nous amener vers des changements de vie assez radicaux. Ce qui, je trouve, fait écho à ce que vous venez de me dire sur le roman libertin, en fait. Comment est-ce que vous sont apparues ces 2 héroïnes déjà, qui sont tellement incarnées qu'on a l'impression, en fermant le livre, d'avoir fait leur rencontre et d'avoir discuté avec elles? D'abord, merci pour ces derniers mots, parce que je crois que c'est un peu mon but quand j'écris. C'est de créer des personnages vivants. Et moi, quand je lis, c'est très important pour moi le mot vivant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin qu'un livre soit vivant. Et vivant, c'est à 2 niveaux. C'est que chaque phrase soit habitée par la pensée de l'auteur, qu'il n'y ait rien de cliché, pas un adjectif qui va venir s'accoler à un mot parce que comme ça, voilà, de façon automatique. Donc vraiment, le livre on sente quelque part à travers l'écriture, la présence de l'auteur, et que les personnages, on s'identifie à eux. J'ai besoin de m'identifier aux personnages, j'ai besoin d'être avec eux, et donc c'est pour ça qu'un livre, moi j'ai besoin de lire, j'ai énormément besoin de lire. Donc, j'ai toujours été une grande utilisatrice des bibliothèques. Quand j'étais petite, j'étais inscrite à la bibliothèque du quartier, à la bibliothèque de l'école. Je passais mon temps à prendre des livres, et j'ai toujours eu besoin d'un livre. Le livre, pour moi, c'est le compagnon. Et donc c'est vrai que j'ai particulièrement ce livre-là, j'avais envie qu'on s'attache à Clarisse et Ève, et autant à l'une qu'à l'autre, ce qui n'était pas évident, parce que souvent dans un livre, quand vous avez 2 histoires alternées, il y a le risque qu'il y en ait une qui plaise plus que l'autre, et qu'on ait envie de quitter l'une pour retrouver l'autre. Mais là, d'après ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit les lecteurs, on aime autant l'une que l'autre. Mais le roman, à l'origine, il est quand même né du personnage de Clarisse, donc de la plus fragile. Et c'est vrai que ce dont vous avez parlé, les 2 premières histoires du roman, qui sont vécues par l'une à 16 ans et par l'autre à 18 ans, c'est un peu comme ça que j'ai construit le roman. C'est par cet effet de miroir. On les voit vivre des expériences de la vie franchement assez banales, que ce soit autour l'adolescence. Quand on est une fille à l'adolescence, je crois qu'il n'y a pas une fille qui n'ait pas eu peur déjà. Je pense que la peur à l'adolescence, c'est vraiment extrêmement commun, la peur de la violence, la peur des hommes. Et alors pour le cas de Clarisse, le viol, heureusement c'est quand même pas toutes les filles. Et vous parliez de naïveté, mais moi j'utiliserais pas ce mot-là, parce que Clarisse, elle est dans un club de vacances, elle rencontre un garçon de 18 ans qui est là avec sa famille,
C'est a posteriori qu'elle se dit qu'elle a été naïve, en fait. C'est elle, évidemment. Elle s'accable. Elle a son jugement d'elle-même, elle s'accable, mais franchement, n'importe qui, c'est une amourette de vacances. Elle tombe amoureuse. Il s'embrasse un premier. Moi, ça m'est arrivé à 15 ans, ça m'est arrivé aussi. Je considère pas que c'était de la naïveté. Ce qui est arrivé à Clarisse ne m'est pas arrivé. Mais par quelle chance, voyez, pourquoi est-ce que Clarisse tombe sur la mauvaise personne? Est-ce que c'est inscrit dans ses gènes? Je ne sais pas. J'ai pas une réponse. En effet, je crois quand même au rôle que joue l'enfance. Et la grande différence entre Clarisse et Ève, c'est que Ève a cette famille solide, structurée, cette mère professeure d'histoire, ce père qui est présent. Elle est dans cette famille de 4 enfants. Elle est poussée dans ses études. D'ailleurs, sa mère lui laisse pas vraiment de choix. Elle doit faire de bonnes études. Elle est littéraire, de bonnes études littéraires. Elle doit devenir professeure. Son avenir est un peu programmé. Elle va quand même un peu changer de voie, mais vous voyez, il y a une solidité, il y a une structure. Alors que du côté de Clarisse, il y a un père qui a quitté la mère quand elle a 2 ans. Il y a une mère en proie à la solitude et en proie à l'alcoolisme. Il y a un manque de structure. Et Clarisse ne reste pas longtemps étudiante. En fait, elle préfère partir avec un grand courage. Un courage qui lui vient peut-être de l'épisode de ses 16 ans. Elle n'a pas peur, en fait. Elle n'a pas peur de la mort. Et elle part toute seule, à 20 ans, en Asie du Sud-Est, découvrir le monde, quoi. Clarisse, c'est celle... Il y a une grande liberté chez Clarisse. Elle n'est pas dans les cadres, elle n'est pas... Donc, vous voyez, je ne juge pas. Enfin, chacun des personnages, il y a du pour et du contre de tous les côtés. Donc, c'est pas une vision en noir et blanc du monde, quoi. Il n'y en a pas une qui réussit tout et l'autre... qui rate tout. Ça dépend tellement du regard qu'on pose sur notre vie, qu'on pose sur soi, qu'on pose sur l'autre, que l'autre pose sur nous. Donc j'essaye un peu de mettre en scène à travers le roman tous les dilemmes qui nous habitent et la complexité de ces dilemmes. Et ce que vous faites très bien aussi, c'est que vous faites varier les points de vue. C'est-à-dire que Clarisse, elle est très dure envers elle-même. Hein. Quand elle est ado, elle se dit « il m'est arrivé ça parce que j'étais naïve, parce que j'étais bête, je l'ai bien mérité, etc. » Et puis plus tard, elle se dit, elle est très dure sur son physique. Elle se voit comme ça. Et puis vous faites varier légèrement les points de vue. Vous choisissez d'adopter différents regards, et notamment un différent regard, et on la voit tellement différente, on la voit beaucoup plus épanouie qu'elle ne croit l'être. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et ça fait écho, je pense, en chaque lectrice, de voir une telle différence. Oui, parce que le roman est divisé en 2, donc la première partie s'appelle le roman de Clarisse, il est à la 3e personne, et il raconte les épisodes alternés des vies de Clarisse et d'Ève sur presque 40 ans. De l'adolescence à la moitié de la cinquantaine. Et puis la 2e partie s'appelle le récit d'Ève. Et là, il est à la première personne. La narratrice, c'est Ève. Et elle raconte ce qui s'est passé depuis 3 ans, depuis le moment où elle a rencontré Clarisse, à cause de ce lien entre elles, et jusqu'à la mort de Clarisse, au moment où Ève écrit, Clarisse est morte. Et en effet, Clarisse, qu'on voyait dans la première partie, à travers son propre regard sur elle, dans les chapitres qui la décrivent, où souvent, moi j'utilise beaucoup le style indirect, donc mes personnages, c'est leur regard sur eux qu'on voit, et elles se voient toujours trop grosses, avec des chevilles épaisses, et elles ne s'aiment pas. Clarisse, par définition, elle ne s'aime pas. Elle va apparaître à Ève dans la gloire de ses 55 ans, mais rayonnante et très très belle. Et donc le regard change complètement, et on a tout à coup cette autre image de Clarisse. Mais la vérité dans la vie, c'est que le regard que nous avons sur nous-mêmes, la façon dont nous nous voyons, n'est pas du tout la façon dont l'autre nous voit. On peut douter complètement de soi, être plein d'incertitudes, vraiment avoir l'impression qu'on est habité par l'indécision, et se sentir extrêmement fragile. Et l'autre vous voit comme quelqu'un d'extrêmement volontaire, décisif et fort. C'est très très bizarre cette différence, cette double perspective, ce rapport à l'autre. Cette différence d'image. Donc c'est aussi, mon roman, il est aussi là-dessus, quoi, vous avez raison, sur la différence du point de vue, des points de vue, et comment on change quand on est vu par soi ou quand on est vu par l'autre, et quand on voit l'autre aussi, le regard, quand on imagine ce que l'autre pense de sa propre vie. Il y a aussi cette dimension-là, ce qu'on imagine, ce qu'on projette sur l'autre de soi-même, en fait. Et souvent, on projette sur l'autre l'opinion qu'on a de soi-même. Et c'est vrai que Clarisse est très dure à l'égard d'elle-même,
et elle se sent tout le temps coupable et elle se sent responsable et elle projette aussi sur l'autre cette négativité qu'elle a à l'égard d'elle-même. Alors, vous parliez du roman de Clarisse et du récit d'Ève, mais il y a aussi ce prologue qui annonce d'emblée le fait que Clarisse va mourir, et nous allons entendre ce prologue puisque Pascal va nous faire une lecture. J'étais happée par notre discussion, je suis désolée Pascal, je vous donne la parole plus tard que prévu. Paul et moi passions la nuit chez mes parents à Boulogne. Nous avions fait l'aller-retour pour enterrer Clarisse et reprenions l'avion le lendemain matin pour New York. Entre le décalage horaire, les ronflements de mon mari et ceux de mon père dans la pièce adjacente, mon ancienne chambre où il s'était installé parce qu'il empêchait ma mère de dormir, je n'arrivais pas à glisser dans le sommeil. Je revoyais chaque moment de la journée. Le cimetière de Bagneux, froid et humide, sous le ciel gris. Le cercueil sur lequel j'avais jeté, comme tout le monde, ma poignée de terre. Je me suis levée sans réveiller Paul, j'ai attrapé mon sac à main. La moquette était râpeuse sous mes plantes de pied. La porte a produit un grincement. J'ai appuyé 3 fois sur l'interrupteur avant que s'allume la faible lumière du couloir, dont le papier peint n'avait pas été changé depuis l'origine. 45 ans. Dans cet appartement de mon adolescence, tout était obsolète. Le chauffage par le sol ne fonctionnait plus. J'avais froid. Dans le dressing, j'ai attrapé un vieil édredon en haut d'une pile de linge. J'ai respiré l'odeur particulière à ce lieu, mélange de l'après-rasage de mon père, des tas de chaussures en cuir, des boîtes en carton remplies de bouts de ficelle, des vêtements et des tissus usés. L'odeur de mes parents, de la vieillesse. J'étais dans cette humeur bizarre qui suit un enterrement quand le néant pénètre la vie et nous rappelle la vanité de toute chose. Mon père ne jette rien. Et ma mère, qui ne voit pas les objets et déteste la vie matérielle, conserve tous les livres. Il y en avait dans chaque pièce, en double rangée sur chaque étagère, en haute colonne à l'équilibre précaire au pied de son lit. Maman m'avait dit en riant avoir lu un article sur un vieil homme mort sous ces piles de livres qui s'étaient écroulées sur lui. Un jour, que j'espérais le plus lointain possible, je nous voyais, mes frères et moi, remplir d'énormes sacs poubelles et nous débarrasser de cet amoncellement, de ces kilos de papier, ces traces de devis. En ce moment même, les fils de Clarisse étaient en train de le faire, chez elle, avant l'heure. De ce nid qu'elle s'était bâti, de ce cocon où elle avait éduqué ses garçons et comptait vieillir, de ce lieu où elle avait tant fait l'amour, où chaque chose avait une histoire, une âme. Il ne resterait rien. Les livres, les céramiques japonaises, celles qui avaient survécu à la fureur de Boris, les marionnettes indonésiennes, le batik recouvrant le canapé, tout allait disparaître. Y compris son visage, le souvenir de son sourire, de ses yeux noirs et vifs, et sa voix. J'avais l'image d'un torrent emportant tout, nettoyant tout, même la mémoire effriable, comme les berges d'un fleuve, et s'éparpille comme la poussière. Rien ne reste. Il ne reste que le rien. À moins que... Je suis allée m'asseoir devant l'antique ordinateur de mon père, dans son bureau étroit, au mur recouvert de bibliothèque, et j'ai sorti de mon sac la clé USB que m'avait remise le fils aîné de Clarisse à la réception, suivant l'enterrement.
Merci beaucoup Pascal pour cette lecture. C'est intéressant d'entendre le prologue, parce que quand on le réentend ou relit après avoir lu le livre, on se rend compte qu'il est vraiment parsemé de tous ces éléments qui sont dispersés dans le texte. Vous l'avez écrit en premier ou en dernier, ce prologue ? Absolument en dernier, et j'ai beaucoup hésité à l'inclure, donc pour vous dire à quel point il est important. J'ai vraiment hésité, j'ai failli ne pas le mettre. En fait, on l'oublie tout de suite quand on commence à lire, puisque après avoir lu ce prologue, qui est un peu différent dans le ton, puisque c'est le ton effectivement d'après l'enterrement, mais le livre est pas du tout dans ce ton-là. Et donc après, on commence avec l'adolescence de Clarisse, et on est complètement ailleurs, on est dans le sud de la France, et c'est plus du tout le même ton. Et j'ai hésité à commencer, en fait, ça me paraissait plus proche du ton du texte, commencer directement avec l'adolescence de Clarisse, mais par ailleurs, ce tout petit début, oui, il amenait, bon, c'est vrai qu'à la fin, comme vous dites, en le reprenant, dire, ah bah oui, en effet, on apprend des choses dans ce prologue, vous le savez pas, mais qui sont en lien avec plusieurs choses, effectivement, au cours du livre. Mais j'ai vraiment hésité, j'ai vraiment hésité à le mettre. Il aurait pu ne pas être là. Il n'est pas essentiel au livre, en fait. Non, c'est bien parce que on le lit avec déjà ce regret de Clarisse, qui on sait qu'elle va disparaître, et ça la rend d'autant plus touchante et d'autant plus vivante, en fait, étonnamment. Et alors donc je l'ai écrit en effet à la fin, et au début la première version, elle était pas, je sais pas, j'arrivais pas, enfin je sais pas, elle était pas très bonne, et donc je pensais l'enlever. Et puis un soir j'étais chez mes parents à Boulogne, et puis j'ai dû aller chercher un édredon dans la penderie parce que j'avais froid. Et c'est là que voilà, ces phrases sont venues transposées chez mon personnage. Donc finalement, vous voyez, le personnage d'Ève, c'est pas moi, mais en fait cet appartement de Boulogne quand même cet appartement de son adolescence, c'est celui de mon adolescence. Ce qui n'est pas le cas de tous les lieux du roman. Il y a plein d'autres lieux qui sont pas les miens. Mais là, il peut arriver qu'on prête à un personnage un lieu à soi. Je lui ai prêté l'appartement de Boulogne, et je lui ai prêté aussi la maison en Bretagne à la fin. Tandis que Clarisse, je lui ai pas tellement prêté mes lieux. Donc peut-être on peut dire que je suis plus proche d'Ève que de Clarisse. J'ai été très touchée par le rapport et la figure de la mère qui est traitée dans le livre avec énormément de subtilité, et qui se superpose à la figure de l'araignée. Dès le début, dès le prologue, dès l'exergue, pardon, il y a ces vers de Victor Hugo: je hais l'ortie et j'aime l'ortie et j'aime l'araignée parce qu'on les hait. Et vous nous expliquez que, et je crois qu'en psychologie il y a une notion qui relie l'araignée à la mère et le serpent au père pour des questions très basiquement comment dire, de forme. Mais vous nous faites comprendre que la mère, qui d'emblée, notamment la mère de Clarisse, Irina, semble une mère monstre, une mère terrible, se révèle beaucoup plus subtilement au fil du texte, et vous montrez comment, au fil de la vie, on évolue aussi dans notre relation et dans notre perception de la mère, et on peut la comprendre en devenant soi-même mère et en étant soi-même femme. Ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant. Alors c'est vrai que les mères de Clarisse et d'Ève sont un peu présentes, mais pas énormément, parce que c'est peut-être le premier de mes romans où j'ai parlé, où mes personnages sont mères. C'est-à-dire, c'est la première fois que je parle autant de la maternité que dans ce roman. Et du coup, moi qui jusque-là parlais plutôt en tant que fille, j'avais beaucoup écrit sur le rapport mère-fille, en particulier dans La haine de la famille, évidemment, qui est un roman sur ma mère et inspiré par donc le rapport mère-fille sur 3 générations. Là, pour la première fois, les mères sont un peu présentes. C'est certain que la mère de Clarisse, si, ouais, elles sont présentes. Elles sont pas énormément présentes dans l'intrigue. Il y a 3 mères d'ailleurs, vous n'en pas. Il y a la belle-mère aussi. Parce qu'il y a la belle-mère qui est là aussi. Il y a la mère de Paul, qui voilà, ce qui est important, ce sont les générations. Et la mère de Clarisse, c'est évident qu'elle aime énormément sa fille, mais en même temps, il y a cet alcoolisme et cette parole qu'elle a prononcée à un moment à sa fille, qui est: toi aussi, tu vieilliras seule. Et j'ai voulu donner ce titre à mon roman, mais mon éditeur pensait que c'était pas le meilleur titre, donc finalement on a opté pour la définition du bonheur. Pas tout à fait, vous voyez, il y a d'un côté la moitié pleine du verre et de l'autre côté la moitié vide, mais c'est quand même un roman qui est aussi sur la solitude et la hantise de la solitude. Et donc cette mère de Clarisse, il y a une forme d'amour désespéré chez elle pour sa fille, enfin une peur de la reproduction, qui est souvent quelque chose que les mères sentent en elles, enfin cette angoisse infinie qu'on a pour nos enfants, évidemment, et la peur de l'échec. Par contre, la mère d'Ève, c'est pas du tout ça. Elle est beaucoup plus
pragmatique. On sent qu'elle n'est pas très maternelle non plus quand elle appelle. Oui, vous dites c'est une féministe très forte qui a élevé 4 enfants voilà, sans elle a élevé congé 4 enfants, mais elle en fait pas d'histoire. Et quand elle appelle Ève au moment où Ève est sur le point d'accoucher de son deuxième enfant, et tout ce qu'elle veut savoir, c'est si Ève a travaillé à sa thèse. On a profité de la fin de la grossesse pour finir sa thèse. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Et Ève sent qu'il y a, il y a quelque chose de non maternel qui est là, un manque de douceur. Qui, je dois vous avouer, est un peu celui de ma mère à moi. Et elle lui dit, mais enfin, pourquoi donc vas-tu allaiter ton enfant? C'est une perte de temps totale. Moi, je vous ai pas allaité, vous vous portez très bien, etc. Et puis l'autre personnage de mère, qui est la Rivka, la mère polonaise rabbin, qui est rabbin, un rabbin, la mère de Paul. Et elle, alors c'est complexe parce que c'est jamais facile les rapports belle-mère belle-fille. J'ai aussi écrit un roman sur ce sujet qui est un brillant avenir, inspiré par ma belle-mère roumaine. Et là, donc entre la belle-mère polonaise et Ève, c'est pas évident puisque cette belle-mère est là, pleine d'amour au moment de la naissance du deuxième enfant. Mais enfin, elle voit bien que le bébé risque de venir plus vite que prévu et elle encourage son fils a emmené sa femme à l'hôpital et ça énerve énormément Ève. Donc il y a tout de suite ce conflit, comme très souvent avec les belles-mères, où le fils se retrouve dans ce conflit de loyauté entre sa femme et sa mère. Et c'est un personnage à la fois fort et donc vous voyez, il y a toujours il y a jamais, on retombe dans la question des points de vue parce que Rivka c'est un personnage avec une histoire vraiment formidable qui a immigré de Pologne, bébé juif rescapé de la guerre, qui a été sauvé par un couple catholique, qui a découvert sa judéité en grandissant. Et donc, donc Ève a pour elle une très grande admiration, puis en même temps une très grande irritation, parce que c'est sa belle-mère. Voilà, donc les générations du dessus sont là, mais elles sont pas, c'est pas l'essentiel dans ce roman. Elles sont vues à travers le regard des filles et des filles devenant mères, comme vous le disiez, c'est ça qui est très intéressant. Et il y a un autre point de vue, notamment sur cette scène d'accouchement qui est le nôtre, c'est-à-dire que en lisant cette scène où Ève tient à maîtriser son accouchement, qui est son deuxième accouchement, donc elle tient à ne pas reproduire le premier. Elle est restée longtemps à l'hôpital, elle estime qu'elle y est restée beaucoup trop longtemps. Elle décide d'attendre et nous on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, ça va pas, il faut qu'elle monte dans un taxi, il faut qu'elle parte. Et finalement, beaucoup de scènes du roman qui traitent de la façon dont nous élevons nos enfants, ou dont ces femmes élèvent leurs enfants, parlent du moment où on franchit une ligne rouge. Et ça pose un peu la question aussi de qu'est-ce que c'est qu'être une bonne mère. Et c'est savoir connaître le moment, mais le savoir à l'intérieur de soi, où l'enfant a un besoin qu'on le fasse passer en premier, ou qu'on fasse extrêmement attention à lui. Et là, il y a aussi beaucoup de subtilité dans cette façon de parler de l'enfant. Déjà, je suppose que dans toute femme, il y a la mère et l'amante, qui sont pas les mêmes femmes quand même, et qu'il peut y avoir un conflit entre les deux. Et étonnamment, le conflit existe davantage chez Ève que chez Clarisse en réalité. Ève, à un moment, elle a aussi quelques petites digressions dans sa relation conjugale. Donc, à un moment, elle a un amant, elle approche la quarantaine et donc, je vais pas vous raconter le chapitre, mais à un moment, il y a un homme qui m'a écrit à propos de mon roman et qui m'a dit, mais c'est une dinde, Ève, j'aurais jamais fait comme elle, j'aurais confié l'enfant et j'ai pensé, alors ça, vraiment, c'est un homme qui m'écrit, peut-être un homme qui n'a pas d'enfant. Parce que quand même, je pense, pour moi, la fin de ce chapitre-là, qui était un chapitre, une histoire pas vécue par moi, mais la fin était une évidence. Je sentais avec mes tripes ce que devait être la fin de qu'est-ce qui allait se passer, comment cette femme allait réagir en tant que mère. Et pour Clarisse, ses enfants, c'est vraiment très 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 important, ses 3 fils. Et c'est compliqué parce que elle a un fils qui apparemment s'en sort bien, un autre très fragile. Et puis au moment du deuxième abandon paternel, donc quand cet homme, le deuxième grand amour de sa vie, les abandonne aussi, c'est extrêmement destructeur pour sa famille. Et elle se retrouve, Clarisse, dans la position de tellement de femmes séparées, qui à la fois veulent reconstruire leur vie et puis qui en même temps cette angoisse terrible de ce qui peut arriver à leur fils, la peur de la famille recomposée, et puis par rapport aussi à son mari qui l'a quitté, qui l'a quitté pour une amie à elle, la future belle-mère, comment la peur que les fils, eux, ils oublient la trahison. C'est vraiment difficile. J'ai voulu vraiment mettre en valeur dans ce roman
toutes les difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans les épisodes de la vie et à travers le mariage et la maternité et la séparation. La difficulté de trouver sa place et d'exister soi, en fait, et aussi d'apprendre à dire non. Parce que le mari d'Ève, à un moment donné, lui dit « tu dois apprendre à dire non pour du travail ». Et Clarisse aussi, finalement, a beaucoup de mal à poser des limites et à dire maintenant, ça s'arrête là, j'ai besoin de me préserver, de me protéger. Et ça, c'est l'une des clés du livre également. Mais elle protège ses fils, puisque quand même, après cette deuxième grande rupture, il y a une décision qu'elle prend et qu'elle ne ramènera plus d'hommes chez elle. Oui. Donc quand même, les fils, quelque part, passent d'abord. C'est un choix. Alors peut-être j'ai une vision extrêmement traditionnelle, parce qu'en ce moment, j'ai entendu dire, il y a eu pas mal de livres récemment qui disent que l'instinct maternel, c'est une invention, c'est une construction, qu'en fait, les femmes peuvent avoir des sentiments extrêmement ambivalents. Et ce que je dis, moi, c'est qu'en effet, il y a en toute femme la mère et l'amante. Mais je pense quand même que si l'enfant est en danger, enfin, peut-être je me trompe, mais il me semble que si l'enfant est en danger, je crois à ce cordon ombilical quand même. Peut-être que j'ai jamais coupé le mien et que c'est mon problème. Mais voilà, je le sens très fort. Et donc Clarisse, elle refuse. Je sais plus quelle était votre question et pardon. C'était sur le fait de savoir dire non aussi. C'est l'une des clés du livre. Et Ève, donc Clarisse, elle va dire non là. Elle va décider que finalement aucun homme, que tant que ses fils sont à la maison, il n'y aura pas d'homme chez elle. Elle les verra ailleurs. Et quant à Ève, elle, son problème, dire non, c'est le travail. Et ça, il me semble que c'est aussi un des mots MAUX de la société contemporaine. C'est-à-dire la difficulté dans nos vies extrêmement remplies. Et alors les vies de mère, n'en parlons pas, hein, entre les enfants et le travail. Bonjour, pour qu'il reste de la place pour autre chose. Et donc Ève, le travail finit par prendre une très grande place dans sa vie. Son mari aussi. C'est pas seulement Ève. Son mari, qui est journaliste au New York Times, il est passionné ils sont tous les deux passionnés par leur travail. Donc en soi, c'est une très bonne chose. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, ce qui est contrairement à Clarisse, qui elle a aussi renoncé au travail à cause de ses enfants fragiles et s'est toujours trouvée dans des boulots précaires et elle avait un rêve, c'était d'écrire et le rêve elle l'a pas réalisé. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du rêve avorté chez Clarisse, qui manque de confiance en elle, qui a toujours abandonné ce qu'elle faisait, alors que Ève, au contraire, elle réussit. Elle était professeure de lettres comme sa mère l'avait programmé. Elle devient cuisinière par hasard, vous verrez par quel hasard. Et elle découvre là un bonheur, et en fait, de cuisinière, elle devient traiteur, chef d'entreprise, et elle réussit ça. Mais au fur et à mesure que le temps passe, finalement, elle s'aperçoit que son problème à elle est d'un autre ordre. C'est que autant Clarisse est abandonnée, mais elle sait s'abandonner, autant Ève, elle, ne sait plus s'abandonner. Et elle vit dans le contrôle de sa vie, dans la projection dans le futur, et elle en oublie le moment présent, elle en oublie le plaisir, et son mari et elle sont ce qu'on appelle en anglais des workaholics, des travailloliques. Le mot créé sur le modèle d'alcoolique avec le mot travail. Et ça, c'est un mot beaucoup utilisé aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi en France, mais je crois quand même que la qualité de la vie est meilleure en France. Mais aux États-Unis, le travail prend souvent le dessus dans la vie des gens. Et il n'y a plus grand-chose d'autre. Il y a vraiment pratiquement plus autre chose que le travail. D'abord, les vacances il y a très très peu de vacances. Les gens, quand ils travaillent, ont 3 semaines de vacances par an. Et la vie est vraiment organisée autour du travail. Vous abordez la question des traumatismes aussi intergénérationnels. Alors c'est pas le cœur du livre, mais c'est quand même présent en lisière. C'est très intéressant. Elle dit d'ailleurs, Clarisse, elle appartenait à une lignée de femmes qui ne retenaient pas leurs hommes, des femmes sans valeur à leurs propres yeux que les hommes pouvaient prendre et jeter. Et ça fait écho à cette parole de la mère qui lui dit non seulement tu finiras seule, mais à un moment donné, elle lui dit quand elle est très jeune, tu es moche, personne ne t'aimera. Comme s'il y avait presque quelque chose qui tient de la malédiction. Et de la malédiction qui vient pas du désamour, mais qui vient plus de l'angoisse, oui. Je dirais. Je crois que c'est parfois les mères transmettent à leurs filles surtout l'angoisse, l'angoisse de ce qu'elles n'ont pas pu accomplir elles. Et alors par contre, ce que vous citez là, enfin cette question de la structure de l'abandon, qui aurait pu être un autre titre
pour mon roman, j'y avais pensé aussi. C'est un moment qui est un moment en fait de grand soulagement pour Clarisse, parce que alors qu'elle a été abandonnée par ce deuxième grand amour de sa vie et que sa vie est complètement détruite et qu'elle se sent extrêmement coupable, qu'elle a l'impression que tout est sa faute, qu'elle n'a pas su retenir cet homme, qu'elle a pas fait ce qu'il fallait, elle a été impatiente et dure, enfin vraiment elle n'a pas su faire face à la fragilité de l'autre. Elle entend tout à coup cette émission sur France Inter où un psychologue dit que l'abandon est quelque chose de transgénérationnel. Et pour elle, c'est un immense soulagement d'entendre ça, parce qu'elle se rend compte à partir de là qu'elle fait partie en effet d'une ligne de femmes qui ont toutes été abandonnées. Son arrière-grand-père s'était suicidé en laissant sa mère, l'arrière-grand-mère avec 6 enfants, la grand-mère a été quittée par son mari, la mère aussi, etc. Et c'est un soulagement parce qu'elle déculpabilise. Souvent, quand vous appartenez, quand il y a comme ça quand vous découvrez une structure, eh bien, vous n'êtes pas responsable. Et ce qui définit pour moi aussi souvent la féminité, c'est la culpabilité. Donc, il y a là un très grand progrès de Clarisse à ce moment-là. Mais c'est intéressant le mot soulagement, parce qu'effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'assez jouissif quand on progresse dans ce texte et qu'on progresse avec ces deux femmes, c'est que on les voit aussi grandir, comprendre des choses, et notamment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais le rapport à la solitude. À quelques moments du texte, elles arrivent à déverrouiller en elles quelque chose qui les empêchait d'être seules. Notamment pour Ève, sans tout raconter, mais à un moment donné où elle part en vacances dans une maison qu'on lui prête, elle se retrouve seule alors qu'elle devait être avec une amie. Elle invite quelqu'un, et puis finalement ça lui pèse et elle se dit je vais avoir cette discussion et je vais demander à cette personne de partir pour profiter de la solitude, alors que ça lui faisait très peur. Et moi j'ai trouvé ça intense. Et ça dit quelque chose aussi des femmes, c'est-à-dire que comme s'il y avait une espèce de formatage à être toujours accompagnée et d'un coup à dire mais non, moi j'ai besoin d'être seule. Ou alors c'est peut-être ma lecture à moi. Oui, là je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que en fait c'est vrai qu'elle avait eu peur, donc elle devait partir avec une amie qui ne peut pas venir au dernier moment. Et au début en fait, non, elle n'a pas... Elle se dit que c'est dommage de gâcher... Elle se dit que c'est dommage, c'est autre chose, c'est une moraliste. Mais ça, c'est autre chose, c'est aussi... une moraliste. Elle se retrouve à Capri dans une maison de location. La maison, en fait, a 2 étages, 2 chambres sur 2 étages. Elle trouve l'île magnifique, il fait beau, et elle a ce réflexe de penser quand même qu'il est dommage de ne pas en faire profiter quelqu'un. Alors bon, peut-être que son inconscient lui joue des tours, parce que dans les quelqu'un à qui elle envoie des invitations, il y a quand même un homme. Donc peut-être que sans se l'avouer, elle s'est offert une opportunité. Mais les choses n'ont pas exactement tourné comme elle le pensait. Et ce personnage qu'elle invite, qui la rejoint à Capri, ce que j'ai voulu dire dans ce chapitre, lui, il incarne ce qui est pour moi la maladie moderne. C'est-à-dire... alors évidemment, j'appelle ce chapitre la maladie moderne, et c'est le chapitre où on apprend que Ève a eu un cancer, donc on pourrait croire que c'est ça la maladie moderne, mais en fait non. La maladie moderne, c'est ne plus savoir s'arrêter. C'est ce dont je vous parlais avant, ce travaillolisme, c'est cette vie dans laquelle on est complètement projeté vers l'avenir en voulant toujours plus de reconnaissance, de succès, de travail. Je ne sais pas si ce que je dis ici vous parle. Je ne sais pas en fait si c'est quelque chose de français ou pas. C'est quelque chose de vraiment américain. Et je serais curieuse, après, s'il y a une discussion tout à l'heure, que vous me disiez si dans vos vies ça fait écho, c'est ce sentiment que ça ne peut jamais s'arrêter, ou pas du tout. Et d'ailleurs, finalement, l'année dernière, la pandémie, enfin, le premier confinement a marqué pour beaucoup de gens un temps d'arrêt. Et pour certains, ça a été évidemment quelque chose d'absolument horrible, avec la perte du travail, des moyens de subsistance, ou les gens qui se retrouvaient dans des tout petits appartements en famille à devoir faire la classe aux enfants. Donc il y avait pour ceux pour qui ça a été abominable, et il y a ceux, et puis sans compter évidemment les malades, mais il y a ceux pour qui tout à coup ce temps d'arrêt forcé a été la redécouverte d'un rapport au temps qu'ils avaient complètement oublié. Et il y a eu aussi beaucoup de témoignages de ça, de gens qui disaient mais tout à coup, enfin, cet arrêt salvateur, parce qu'on ne sait plus arrêter la roue du temps. Et il y a un effet de cette vie moderne où tout va de plus en plus vite, en fait. Et voilà, donc c'est aussi ce dont il est question dans le roman. Oui, moi ça me parle en tout cas ce que vous dites, et c'est pour ça que je pense que j'ai ressenti cette impression de soulagement quand cet homme part
Parce que je me disais, mais cette chance de pouvoir être seule dans une belle maison et de profiter du soleil et des vacances, alors que bon, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup été les uns sur les autres et que ça fait rêver une maison en Italie. Et justement, ce personnage d'homme qui vient la voir incarne avec, je trouve, intelligence et drôlerie aussi, une espèce de vision du mal moderne. Lui, c'est quelqu'un que, quand elle lui dit « je viens d'avoir un cancer », il lui dit « ah, c'est mon cauchemar, c'est ma terreur ». C'est quelqu'un qui parle énormément de lui, qui lui parle très peu de questions sur elle. Et vous le dites, hein, vous citez cette plaisanterie de sa fille, de la fille de Ève, qui dit mon Dieu, donnez-moi la moitié de la confiance en soi d'un homme blanc médiocre. Ce qui m'a fait beaucoup rire comme phrase. Vous abordez donc cette question de l'homme qui est très sûr de lui, contrairement à ces femmes. Et puis, à un moment donné, vous abordez aussi un jeune trentenaire et vous écrivez, il passe très brièvement dans le texte, mais vous écrivez que c'est qu'il est très puritain, comme cette génération faussement libérée. Et vous montrez finalement, on a assez peu parlé d'hommes jusqu'à maintenant, mais les différents types d'hommes qui existent en ce moment dans la société, dont nous parlons beaucoup, en montrant que finalement les générations nouvelles n'ont pas non plus tout réglé. J'ai trouvé ça intéressant. Ça c'est sûr. D'ailleurs, enfin, le grand problème d'ailleurs qui se passe aux générations nouvelles, je vais pas en parler maintenant parce que d'abord je suis pas ni psychologue ni sociologue, mais l'amour est bien plus un problème aujourd'hui que ça l'était pour nous quand on était jeunes, quoi. C'est devenu bien plus compliqué. Et j'ai une grande amie aux États-Unis qui est une psychologue vraiment très connue, je sais pas si vous connaîtrez son nom, qui s'appelle Esther Perel et qui travaille sur le désir dans le couple et enfin sur la relation, quoi. Et vraiment, ce qu'on appelle les milléniums, donc les gens qui ont eu 20 ans au moment des années 2000, donc ceux qui sont nés dans les années 80, se tournent de plus en plus, se tournent vers elles en très grand nombre parce qu'ils ne savent plus comment faire. Alors bon, c'est pas du tout le sujet de mon roman, donc c'est pas la peine que je parle de ça maintenant, mais c'est vrai. Enfin bon, on m'a dit parfois que les personnages, les hommes de ce roman étaient tous des personnages très négatif, chose qui m'a surprise, mais bon, après, chacun a sa lecture. Bon, déjà, c'est vrai que mes deux romans précédents, l'autre qu'on adorait, et Vie de David Hockney, étaient sur des romans non seulement sur des hommes, mais où j'étais entrée dans la tête d'hommes, dont l'un qui était cet ami à moi, qui a choisi de se suicider à 39 ans, et qui était un garçon complètement brillant, drôle, adorant la vie, et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait que ça tourne mal et qu'on n'arrive plus à vivre et qu'on n'a pas d'autre solution que de mourir. Et puis David Hockney, qui est le peintre anglais extrêmement connu, que j'ai beaucoup aimé sa personne, en ayant entendu des interviews, j'ai trouvé extrêmement drôle, plein d'humour et quelqu'un d'extrêmement libre, et j'ai eu envie d'écrire sa vie comme si c'était un roman. Tout est vrai dedans. Donc j'avais quelque part rendu hommage à la masculinité, donc ce roman-ci est bien plus tourné vers le féminin. Et les personnages, les hommes que rencontre Clarisse, à partir du moment où je vous ai annoncé qu'elle était toujours abandonnée et abusée, vous pouvez bien imaginer que ces personnages-là ne sont pas des personnages très positifs. Ça me paraît une évidence. Mais du côté d'Ève, moi je trouve que le personnage de son mari, qui est en partie inspiré du personnage de mon mari à moi, moi je le trouve très beau. Mais bon, je parle pas énormément de lui dans le livre, mais il est là, enfin pour moi c'est peut-être que j'ai pas suffisamment bien dit l'amour. C'est très difficile à dire l'amour. Curieusement, le positif, vous savez, Tolstoï l'a écrit avant moi, mais c'est difficile de dire le positif en fait. C'est toujours plus facile de dire le problème que de dire le positif. Mais pour moi, c'est vraiment un vrai amour entre eux. Et puis même ce personnage de Sébastien, l'écrivain, c'est pas du tout, enfin, j'ai voulu ridiculiser l'écrivain à succès, mais pas du tout. C'est vrai qu'il est un peu, il y a tout passe par là, tous les mouvements contemporains. C'est vrai que je raconte à un moment qu'il est à la Maison de la Poésie, qui parle de son dernier roman, et c'est au moment de la publication je le nomme pas, mais du consentement de Vanessa Springora, et lui, il a une vision complètement différente, masculine, de toute la question de l'affaire Matzneff, etc. Et alors je lui donne la parole, et enfin franchement, Clarisse se met en colère, mais Ève le défend. Donc il y a vraiment les deux points de vue dans mon roman. J'ai jamais, il n'y a pas un jugement, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des opinions, et la diversité des points de vue, et la diversité des regards. Donc je crois que c'est vraiment ce
ce roman essaie d'exprimer. Non seulement leur diversité, mais leur évolution aussi. Selon le point de vue duquel on se place et dont on les observe, mais aussi selon le temps de vie des personnes qui émettent ou qui se prêtent à une opinion particulière. Vous montrez que tout est variable, que tout est subtil et que tout évolue en fait. Oui, déjà, bien sûr, nous changeons. Enfin, de toute façon, ce roman se déroule sur 4 décennies. Comme beaucoup de mes romans, Un brillant avenir, c'est un roman sur un demi-siècle. La haine de la famille, dont je vous ai parlé avant, sur 3 générations. L'autre qu'on adorait, donc le roman sur mon ami, raconte 22 ans de sa vie. David Hockney, c'est aussi une très longue vie, puisqu'il a 84 ans aujourd'hui et que je le prends à l'enfance. Donc, je crois que vraiment, un très grand nombre de mes romans se déroulent sur une durée longue, et j'ai fini par me rendre compte que c'est vraiment ça le sujet de mes romans, c'est cette durée, c'est le mouvement de la vie, c'est l'arc de notre vie, c'est le mouvement de notre vie, c'est qu'est-ce qui se passe dans le temps, et avec ce double mouvement. Vous savez, souvent on se représente le temps comme une ligne horizontale, moi je le vois beaucoup plus comme une ligne verticale, avec une accumulation de tout ce qu'on a vécu, de toutes ces strates. Et donc ce double mouvement, qui est ce mouvement de devenir, de changement, nous changeons. Le moment où Clarisse entend cette émission à France Inter, c'est un moment pivot où elle cesse de culpabiliser. Et franchement, c'est un personnage qui est fragile, mais qui a aussi beaucoup de force, Clarisse. Et donc elle retombe quand même aussi sur ses pieds, et elle se défend, et elle est libre, même si on lui fait du mal, elle réagit. Donc il y a une force chez elle, et puis en même temps, il y a l'enfant qui est là, l'enfant. Il y a la blessure de l'enfance, il y a la blessure du viol, il y a ces traumatismes qui sont beaucoup plus lents aussi à émerger, puisque, comme vous savez quand même, au viol était pendant très longtemps attaché une très grande honte, et il y a beaucoup de femmes qui n'en ont pas du tout parlé, parce qu'il y a aussi cette question de la culpabilité. Et pour Ève aussi, c'est vraiment à la fois ce qui en nous change, ce qui en nous dure, et à un moment, et ce double regard, c'est vraiment à la fois la ligne verticale du temps et la ligne horizontale du rapport à l'autre. Nous existons dans la société, nous existons par rapport aux autres. Ce que nous pensons de l'autre, ce que nous croyons que l'autre pense de nous, et ce que l'autre pense de nous, ce que l'autre nous dit, tout ça est essentiel à la constitution de notre identité. Et à un moment, si Ève, dans ce récit d'Ève à la fin, que nous voyons par les yeux d'Ève, donc nous voyons Clarisse par les yeux d'Ève, dans la deuxième partie du roman, et nous la voyons différemment de la première partie, nous la voyons à la fois très belle, rayonnante, forte, mais également fragile, puisqu'elle va confier un certain nombre de choses à Ève. Et oui, c'est le récit d'Ève, mais dans ce récit d'Ève, nous entendons Clarisse, car Ève reproduit les paroles de Clarisse. Et ce que Clarisse pense d'Ève se trouve aussi dans cette partie-là. Et c'est tout à coup un regard sur Ève qui surprend Ève. C'est une vision d'elle qu'elle n'a jamais eue. Elle ne s'est jamais pensée de cette façon-là. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment l'autre nous voit et nous apprend à nous voir par derrière. Et quand finalement Clarisse dit à Ève, mais finalement toi, si tu es toujours avec ton mari 30 ans après, c'est sans doute que tu ne pouvais pas faire autrement. Toi, tu es dans une lignée de femmes qui éteignent leurs hommes, mais aussi une lignée de femmes qui ont peur de la rupture. Donc, vous voyez, il n'y a pas il n'y a que des regards, en fin de compte. Il n'y a que des opinions différentes. C'est ça qui compose un être humain, c'est cette multitude de facettes, cette multitude de regards. Et est-ce que vous pensez, parce que là ça m'est apparu en discutant avec vous, cette question du regard du lecteur et de la lectrice, même de la lectrice que je suis, qui ait perçu des choses dans le livre, qui me les suis probablement appropriées, qui en ait fait une lecture finalement très intime et très personnelle, peut-être plus que pour d'autres romans, ou dans d'autres discussions que je peux avoir avec des romanciers ou des romancières. Est-ce que vous pensez à votre lecteur ou à votre lectrice, est-ce que vous le considérez comme un troisième regard, ou peut-être un quatrième en superposition au vôtre également? Alors, d'abord, quand j'écris, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment besoin, les romans, ils naissent des personnages. J'ai besoin d'une très grande empathie avec mes personnages. J'écris finalement quand peut-être je tombe amoureuse d'un personnage, d'une certaine manière. On pourrait dire d'une certaine manière que je suis tombée amoureuse de Clarisse. Et Clarisse, parce que je connais des gens comme ça,
elle correspond à un certain nombre de femmes, et sans doute à une partie de moi aussi, mais à la fois fragile et forte, et toujours dans une passion de la vie, un désir de recommencement, une foi dans la vie, enfin une sensualité, ce côté passionné, passionnée à... Est-ce que le micro marche? Oui. En fait, peut-être votre micro ne marchait pas, je sais pas. Vous l'avez bien. Ça va? C'est bon. Bon, très bien. Vous m'entendez? Ah oui, Ce serait peut-être temps qu'on se rende compte que Si vous n'entendez pas, au fond, je sais pas, vous levez le bras. Je sais pas s'il est assez près de moi quand même. Là, vous entendez mieux? Peut-être je le tenais pas bien. D'accord. Et alors, donc, à ce niveau-là, je peux pas dire que je pense au lecteur. J'ai juste besoin de rentrer dans mon personnage et de rentrer complètement, de le faire vivre comme s'il vivait. Et c'est d'ailleurs tout à l'heure, j'étais à l'enregistrement de cette émission de la librairie francophone et ils ont choisi de passer la chanson de Cabrel, je l'aime à mourir, qui est là dans mon 2e chapitre. Et franchement, en l'écoutant, j'ai vu Clarisse sur cette scène de danse. C'est-à-dire que cette scène n'existe pas. Elle n'existe que dans mon roman, mais je l'ai vue, mais comme au cinéma, je l'ai vue cette scène. Voilà. Donc pour moi, écrire, c'est ça, c'est que c'est extrêmement vivant, comme si ça avait été vécu, quoi. Voilà. Et j'ai besoin d'écrire de cette façon que le personnage existe pour moi d'abord et donc pour vous ensuite. Alors après, et oui, je pense au lecteur. Et je pense au lecteur de 2 manières. D'abord, je me dis, j'ai très très peur de l'ennui. C'est par rapport à l'ennui. J'ai extrêmement peur qu'un lecteur s'ennuie. Pourtant, parfois, l'ennui, vous savez, j'ai adoré Balzac et je me suis aussi ennuyée chez Balzac. Donc l'ennui n'est pas forcément une chose négative, mais comme j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, il n'y a plus de place pour l'ennui, tout le monde va de plus en plus vite, je dis il faut aller vite, il faut pas laisser le lecteur s'ennuyer parce que j'ai peur qu'il dise pas mon livre. Vous voyez, je pense quand même au lecteur. Et donc comment est-ce que je travaille sur cette question de l'ennui? De 2 façons. D'abord, toutes ces histoires qui leur arrivent avec Clarisse, donc je sais quel est l'arc de leur vie, je sais quel est leur personnage, mais je leur ai fait vivre à chaque fois des histoires, souvent que j'avais entendues, qu'on m'avait racontées, et que je trouvais extraordinaires, que j'avais adorées. Et donc j'ai écrit ces histoires-là. Donc on parlait tout à l'heure de cette histoire de l'accouchement, des histoires qui m'ont marquée parce qu'il s'est passé quelque chose qui la plupart du temps n'est pas arrivé à moi dans ma vie, m'est arrivé beaucoup moins de choses qu'avec Clarisse. Mais j'ai tendance à penser que pour le lecteur, c'est assez agréable s'il se passe quelque chose quand même. Donc j'ai fait qu'il se passe quelque chose dans chacun de ces chapitres. Parfois, il se passe quelque chose d'assez subtil, hein, c'est pas toujours un gros événement. Et puis, ou alors un personnage assez drôle. Par exemple, vous citiez l'histoire de Capri. Cet homme-là, cet homme qui parle que de lui, j'ai rencontré des hommes comme ça et j'ai eu envie de le mettre en scène. J'ai tout de suite pensé que ça allait être une scène drôle, quoi. Drôle. Et puis, la 2e façon dont je pense au lecteur, j'essaie de couper le plus possible. Alors tout à l'heure, je ne devrais pas vous dire ça, parce que à la librairie francophone, il y a quelqu'un, un des libraires interrogé, a dit « Oui, il est un peu long ce roman ». Je dis « Oh, ben dis donc, il fait 350 pages, d'accord, mais il en faisait 500, j'en ai coupé 150, et puis tous les gens qui l'ont lu, bon évidemment, là, j'imagine que ceux qui m'écrivent en général, c'est qu'ils ont aimé le roman, ils m'écrivent pas pour m'insulter, mais ils disent tous qu'ils n'ont pas pu le lâcher. Alors peut-être qu'il faut pas le lâcher au début, peut-être que le problème, d'abord si vous êtes forcé de le lire en un jour, c'est un peu long. Et souvent c'est le cas des libraires, malheureusement, qui doivent, il y a 550 livres qu'ils lisent, certainement ils préféreront lire des livres un peu plus courts. Et les critiques, j'avais très peur de ça par rapport aux critiques. Je me dis, comment vont-ils repérer mon livre qui en fait 350 pages? Et mon livre, je vais vous dire, le démarrage, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Oui, il y a cet épisode du viol qui peut être très frappant, mais c'est pas le plus fort parce qu'on démarre, il y a l'épisode de Clarisse, mais ensuite on passe à Ève, puis on repasse à Clarisse. Et c'est un peu déconcertant pour un lecteur d'avoir 2 histoires parallèles qui ne se rencontrent pas. Et donc, pour moi, mon livre, il prend de la force. Enfin, plus on avance dedans, et plus on rentre dedans, parce que plus on connaît Ève et Clarisse. Et donc, je pense que c'est un livre qui se termine mieux qu'il ne commence. C'est pas le cas de tous les livres. Souvent, il y a des démarrages très forts et puis des livres qui perdent leur souffle. Moi, au contraire, je pense que c'est un livre qui prend du souffle. Alors, je vous dis donc, si vous le lisez, eh bien, peut-être ne laissez pas passer 15 jours entre le 2e et le 3e chapitre, parce que vous aurez un peu oublié. Et
Puis vous direz, ah oui, qu'est-ce que c'est déjà? Enfin, vous voyez, il faut rentrer dans ce livre. Après, vous pouvez prendre votre temps et passer quelques semaines pour le lire. Je pense pas qu'on laisse passer 15 jours entre deux chapitres. En tout cas, moi, j'aurais pas pu. C'est un livre qu'on lâche pas. Hein. Je me rappelle du problème avec Jane, qui avait ce côté thriller, thriller enquête, avec un livre anonyme. Mais on a la même fin de lecture dans la progression du livre. On a envie de savoir ce qui va arriver à ces femmes, quoi. C'est un livre qu'on lit avec beaucoup d'appétit. Je voudrais revenir sur le titre en conclusion, puisqu'on arrive déjà au terme du temps qui nous est imparti ce soir. Mais la définition du bonheur, c'est, vous le disiez, hein, c'est un titre qui fait écho au texte, je trouve aussi avec une forme de clin d'œil, puisque c'est un titre très arrêté en fait. Hein. La définition du bonheur, ça ressemble à une recette, et on se rend compte que ce livre très subtil n'est pas du tout dans la lignée de ce qu'annonce le titre. Voilà. Alors, oui, merci pour cette question en clôture, c'est très bien. C'est vrai, la définition du bonheur, l'article définit là, comme s'il n'y en avait qu'une. On pourrait croire qu'il s'agit d'un programme. On me dit, parfois les gens me disent, alors c'est quoi la définition du bonheur? Alors tout à l'heure, je sais pas si j'ai fait écho à cette scène quand Clarisse a 16 ans, là, que j'en ai parlé. Peut-être que non, parce que comme j'ai une rencontre hier à Saint-Malo et une émission tout à l'heure, il peut arriver que je crois avoir dit quelque chose. J'ai parlé du moment où elle est sur cette mobilette. Non, j'ai pas. Non. Donc elle a 16 ans, elle a rencontré ce garçon, il l'invite, ils se sont embrassés. Le lendemain, il l'emmène dans un nightclub. Et il est sur cette mobilette, elle l'enlace, il y a cette brise qui caresse ses épaules nues, elle va dans un nightclub avec lui. Je ne sais pas si parmi vous, certains à 15 ans ont été sur une mobilette derrière un garçon, mais si c'est le cas, oui, c'est la définition du bonheur. Voilà, avec cet air chaud. Et donc évidemment, donc c'est le titre du chapitre, de ce premier chapitre, la définition du bonheur. Vous avez compris maintenant que c'est un chapitre où il se passe quelque chose d'horrible. Donc évidemment, on pourrait penser que ce titre a un peu un côté antiphrase. Je parle de la définition du bonheur, comme disait Guillaume Erner sur France Culture, pourquoi vous l'avez pas appelé la définition du malheur? Mais non, parce que toute vie, et de toute évidence, se compose de bonheur et de malheur. Il n'y a pas de vie sans tragédie, je pense qu'on est d'accord. Il n'y a pas de vie sans deuil, pas de vie sans séparation, sans rupture, sans maladie, ça n'existe pas. Donc on ne vit pas que dans le bonheur, il n'y a pas la définition du bonheur. Mais par contre, je suppose qu'on est quand même plus en quête de bonheur qu'en quête de malheur, me semble-t-il. Et donc dans ce roman, il y a évidemment pas une définition, il y a à la fois le bonheur selon Clarisse, qui est ce bonheur dans l'intensité du moment présent, il y a le bonheur selon Ève, qui est le bonheur dans la construction de la relation, dans la durée, mais il y a aussi le regard qu'elles ont l'une sur l'autre, et cette idée que le bonheur, il est toujours ailleurs, il est chez l'autre. Pour Clarisse, finalement, elle voit chez Ève tout ce qu'elle n'a pas réussi, et quant à Ève, elle voit chez Clarisse ce qu'elle n'arrive plus à obtenir, qui est ce bonheur du moment présent. Donc il y a vraiment, dans ce titre, il y a tout ça, quoi. Oui, je pense je le garde près de moi, et par moments, il s'arrête, ce micro. Je sais pas quoi faire, voilà. Et en tout cas, voilà, il y a toutes ces dimensions dans ce titre. C'est vraiment un titre, sous sa forme un peu rigide, c'est un titre pluriel.